Donc on va parler des leviers dont disposent les politiques en lien avec la restauration collective. Bon, moi je suis un petit peu dans ce secteur-là depuis assez longtemps et je viens de créer, page de pub, un magazine qui s'appelle L'Autre Cuisine. Voilà, avant j'étais à Cuisine Collective, si c'est un titre qui vous dit quelque chose. J'ai fait mon mémoire sur la gestion des cantines scolaires à l'IAE de Tours. Donc vous voyez, je connais un petit peu la ville, mais je ne suis pas d'ici. Alors, pour ouvrir le débat, on a donc 2 interlocuteurs pour l'instant, une troisième tout à l'heure. Donc Jacques, ah non, attends, on va commencer par toi Valérie. On commence par... Maintenant, vous savez, c'est très délicat pour les hommes de parler aux femmes, hein, donc là, non mais tu prends, non, je la regarde pas dans les yeux déjà, je regarde le public dans le vague. Alors Valérie, toi tu travailles pour l'association des régions de France. Oui. Mais toi, tu voyages dans le monde entier, donc tu fais quand même beaucoup de choses. Je ne suis pas du tout touriste. En fait, j'ai la charge des affaires internationales, la charge de coordonner l'action extérieure des régions de France. Et effectivement, je suis sans cesse hors du pays. Et si je me retrouve à traiter des questions d'alimentation, c'est que une grande partie des accords de coopération des régions de France traitent de développement rural, de montage de filières, de montage de systèmes, de montage d'AOC, d'IGP, de formation technique agricole, hein, c'est dans la compétence des régions, et que petit à petit s'est instauré une évidence, c'est qu'il fallait d'abord travailler sur les systèmes alimentaires territorialisés à l'international, mais revenir aussi sur le territoire français. Donc on a eu un groupe, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs il y a quelques années, avec un groupe très transversal, c'était assez intéressant, de régions de France s'intéressant à la territorialisation des questions alimentaires. Comme assez rarement cela s'est passé, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec plein de directions différentes. Voilà. Donc, mais si je lui laisse la parole, on ne va même pas pouvoir les hommes avoir une petite place pour présenter Jacques. Donc Jacques Le Tarnec, alors vous êtes un élu. Et vous êtes délégué à la politique agricole de Tours Métropole. En 2 mots, c'est quoi? Eh bien, écoutez, déjà, si je suis chargé de mission par le président Philippe Briand, c'est parce que je suis maire d'une petite commune rurale de la métropole, Berthenay, et qu'il n'y a que des agriculteurs sur ma commune. Donc l'agriculture, c'est la source de l'alimentation. Et comme j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'intervenir pour défendre les agriculteurs, en règle générale, ceux de ma commune et les autres également sur nos territoires, voilà, je suis en charge de l'animation d'un groupe de travail qui a pour objet la définition de la politique agricole métropolitaine et qui a évolué dans ses travaux vers la définition d'un projet alimentaire territorial. Donc, pour revenir, donc Valérie a plein d'exemples d'actions qui sont menées. Attends, toute une liste, hein, j'ai vu 10 pages. Et vous, finalement, ça va être très concret, c'est ce que vous vivez là, sur ce territoire. Alors, il est vrai, bon, la restauration collective, vous voyez, c'est un tout petit truc hein, en France. On ne sait même pas trop ce que ça représente. Dans la distribution alimentaire, on dit que ça représente 3% de la distribution alimentaire. Vous imaginez, c'est rien. La grande distribution, c'est 90%. Ces chiffres-là, il faudrait les vérifier, mais c'est ce qui est dit. On ne sait pas. La restauration collective, c'est tellement éclaté qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Vraiment en chiffres, on dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que Stéphane Le Foll est capable de parler de 3 milliards de repas par an, une semaine, et la semaine d'après, 4 milliards de repas par an. Donc on va faire entre les deux 3,5 milliards de repas. À peu près, si on parle de chiffre d'affaires, là on est à 18 milliards, je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça. Et surtout, le nombre de restaurants en France, c'est 81 500 à peu près restaurants. Ce qui veut dire qu'il y a un maillage sur tout le territoire, que le poids économique de la restauration collective finalement n'est pas tellement important, mais que son impact politique et son impact sur les citoyens est vraiment très très important. On voit comment des élus, petites communes ou grosses communes, vont dire on veut développer, ce qu'on entend aujourd'hui, des produits locaux, on veut développer des produits bio. Par exemple, à la rentrée, il y avait aussi Marsanais, et c'était en Dordogne, une commune qui faisait du 100% bio et qui, l'élu, a été contraint à arrêter le 100% bio parce qu'il élargissait la production de cette cantine vers toute la communauté de communes. Et bien sûr, il a été contraint d'arrêter le bio. Il disait pour des raisons d'argent, mais là, les citoyens ont vraiment réagi. Donc on voit quand même un impact assez fort, et on voit aussi la maire de Paris, Madame Hidalgo, quand même parler de produits locaux à Paris. On va voir si c'est possible.
On rigole un tout petit peu. Développement des produits bio. On a notre président de la République qui dit aussi 50% de produits bio et locaux dans les cantines. Donc on voit quand même que la parole politique est importante. Mais est-ce vraiment possible aujourd'hui? Il y a une étude qui est sortie par l'agence Utopie. Alors, il faudrait voir un peu comment la méthode a été faite. Elle a analysé la possibilité, les quantités possibles d'approvisionnement en produits locaux dans les villes de France, les plus grosses communes de France. La ville qui s'en sort le mieux, je vous le donne dans le mille, est-ce que c'est dans le sud, le nord, l'ouest ou l'est? L'ouest, vous dites? Oui, l'ouest est très dynamique, ça c'est vrai, mais c'est Avignon, en fait. Avignon avec la possibilité et capacité d'avoir 8% de produits locaux. La moyenne nationale qu'elle sort dans cette étude, elle est disponible sur Internet, elle parle de 2% de produits locaux. Donc parfois, on a, je pense, entre la parole politique, le désir, on entendait tout à l'heure quelqu'un qui parlait des produits locaux du côté de Poitiers, et les capacités qu'on veut atteindre, qu'on veut développer avec des actions comme agri-local, eh bien, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on ne va pas vers quelque chose je ne sais pas, des fois je pense qu'on n'est pas en adéquation avec la réalité du terrain. Alors, vous allez me dire comment vous le sentez, vous, sur le territoire finalement de Tours. Et surtout que vous avez cette expérience-là, donc agriculteur venant du monde agricole, et puis le lien avec la restauration collective. Il y avait Bruno Le Maire qui m'avait raconté, quand il était ministre de l'Agriculture, que la restauration collective, c'est un levier économique pour le changement agricole français, c'est-à-dire dans son changement de production. Hein, donc, est-ce qu'on peut utiliser maintenant la restauration collective comme un levier politique, économique au niveau de... je ne sais pas, de l'agriculture? Bien sûr, c'est un levier, et tout le monde en est conscient, j'imagine. Vous avez tous des exemples de collectivités qui se sont saisies de l'approvisionnement des cantines pour augmenter la part de bio qui est servie aux élèves. Mais au-delà de chiffres sympathiques, on va introduire 20% de bio dans nos cantines, on va faire mieux, on va faire 50%, et puis à terme 100%. Nous ne pouvons que tous être d'accord avec cela. Mais il faut réfléchir aussi aux producteurs. Les producteurs actuels sont-ils en capacité de répondre à cette demande qui commence à se faire jour? Eh bien, nous n'avons pas fait appel à un cabinet qui s'appelle Utopie, mais nous nous sommes ancrés complètement dans la réalité du terrain, et nous avons confié d'une part à la Chambre d'agriculture et d'autre part à un groupe piloté par l'atelier d'urbanisme, une enquête de terrain pour parfaitement bien comprendre le bassin de consommation. Et nous avons dû nous rendre à l'évidence qu'il était impossible d'atteindre ces objectifs parce qu'aujourd'hui, tous les producteurs bio, pour ne parler que d'eux, il y a aussi d'autres producteurs qui fournissent une part importante des légumes ou de la viande, ne pourraient pas répondre à cette demande. À peu près, vous avez un pourcentage? Vous savez à peu près jusqu'où vous pourriez répondre? Ben écoutez, à l'heure actuelle, ils répondent déjà pour partie. Vous n'avez pas de chiffres, j'ai pas de chiffres là avec moi, mais tous ceux que nous avons enquêtés disent qu'à l'heure actuelle, au-delà de ce qu'ils fournissent déjà, ils ne peuvent que dans une moindre proportion augmenter leur production. Donc cela est à mettre tout à fait en lien avec notre objectif de mise en place d'une politique agricole qui vise aussi à faire en sorte de conforter l'installation de nouveaux maraîchers, de nouveaux agriculteurs ou paysans. Là, les mots que l'on peut utiliser recouvrent parfois des philosophies un peu différentes. Mais ça nous a donc amené à nous rendre compte que si nous voulions effectivement atteindre ces objectifs, il nous faudrait, dans le même temps, aider à l'installation de nouveaux producteurs. Et donc ça veut dire que le paysage agricole peut changer autour de la métropole? Le paysage agricole peut évoluer, sinon changer considérablement. Bon, tout le monde sait qu'autour de Tours, il y a encore, mais plus modestement, une ceinture verte, que les maraîchers étaient en nombre très important. Ils ont régressé il y a quelques années, mais nous assistons actuellement à de nouvelles installations, soit des installations en direct par de nouveaux maraîchers qui s'installent sans aide particulière, et puis d'autres qui peuvent bénéficier d'aides ponctuelles de différents organismes, dont la métropole par exemple, avec la condition qu'ils s'installent en bio.
Mais je dois dire que dans nos groupes de travail, nous avons été rapidement conscients, après avoir réuni 27 participants représentant toutes les sensibilités du monde de la production agricole, qu'il était aberrant d'opposer les différents types d'agriculture. Si nous voulons que ceux qui ne sont pas bio puissent le devenir, bon déjà, la plupart d'entre eux y réfléchissent sérieusement, même si certains sont toujours prêts à évoquer les freins qui peuvent, dans le temps, pouvoir être surmontés, il faut pouvoir aussi les accompagner. Et puis surtout, ne pas oublier que jusqu'à aujourd'hui, ils fournissent quand même une part importante de production, et certains étant même déjà en transition vers le bio. Donc nous avons tout un panel de production agricole en train d'évoluer, mais nous n'avons pas assez de producteurs maraîchers si nous nous centrons sur le maraîchage par exemple. Pour l'élevage, c'est à peu près la même chose. Et si nous réfléchissons sur l'écart qu'il y a entre le besoin que nous aurions et la volonté de consommer plus sain, de qualité, plus local, avec circuits courts, circuits de proximité, on pourra aussi entrer dans le détail de ces appellations, nous avons un effort à faire pour avoir une vision claire, nette, précise, mais surtout réaliste de la chaîne de production des aliments que nous avons envie de consommer. Et nous devrons pouvoir intervenir. Si nous interrogeons par exemple les restaurateurs, qui sont à l'honneur aujourd'hui au travers de ces ateliers, nous nous apercevons que à peu près tous, mais de manière différenciée, ont recours soit à des produits bio, soit à de la production locale. Mais il pourrait aussi encore développer cette utilisation, ce recours à des produits issus de notre terroir à des distances limitées. Et on observe qu'il y a des freins actuellement à cela, par exemple un frein de logistique. Le petit producteur n'a pas les moyens d'aller livrer X restaurants. Et le restaurant, de l'autre côté, n'a pas les moyens d'aller se fournir auprès de X producteurs pour avoir la quantité ou la diversité dont il a besoin pour faire sa cuisine élaborée. Donc il faut aussi réfléchir à cela. Alors ça c'est drôle parce que la logistique ça revient régulièrement, je pense qu'on le développera un tout petit peu plus tard. Par contre pour revenir, les maraîchers, donc vous avez défini des parts entre la restauration traditionnelle, le marché peut-être et la restauration collective. Vous avez réussi à voir un peu quantifier les besoins? La quantification précise, faudrait-il encore que les restaurateurs s'engagent. Tout ce que nous pouvons savoir, et là c'est intéressant, c'est la part de produits locaux qu'ils consomment. Est-ce que le restaurant traditionnel transforme plus de produits locaux que le restaurant gastronomique? Finalement, parfois oui. Alors peut-être parce qu'ils sont plus nombreux, mais en proportion, ils peuvent. Tous seraient intéressés pour développer leur utilisation de produits locaux et bien sûr de produits bio. Mais pour ça, peut-être y a-t-il un peu un frein sur les prix, mais généralement ce frein est vite balayé. Par contre, ce qu'ils évoquent tous très clairement, c'est la difficulté de s'approvisionner et cette logistique dont nous parlions. Alors cette logistique, il y avait un petit exemple l'autre jour, j'étais dans un débat en Seine-et-Marne, il y a une start-up qui s'est montée avec des jeunes, je trouve ça assez sympa, ça s'appelle Pelli Gourmet, et en fait ils proposent à nous, dans votre voiture, de transporter des produits alimentaires. Et ils ont trouvé un assureur qui on va dire, les assure par rapport à la logistique et de la chaîne du froid. Donc ça, c'est assez incroyable. Et alors, demain, c'est peut-être une ubérisation de la logistique qu'on pourrait trouver, mais ça m'étonnerait, parce que ce n'est pas des grosses quantités, quand même. C'est le coffre de la voiture de Monsieur Michu. Donc voilà, mais il y a des idées qui arrivent sur la logistique. Mais c'est vrai qu'il y a des idées aussi. Biocop fait des livraisons Bien sûr, il y a plusieurs organisations qui résolvent ponctuellement dans leur domaine, dans leur zone de chalandise, je dirais, le problème. Mais si nous voulons, par exemple, développer la restauration collective de manière beaucoup plus importante, parce que ça veut dire qu'il faut réfléchir sur une dimension, une taille plus importante. Il va falloir imaginer une structuration qui permette effectivement de répondre à cette demande potentielle, ne demande qu'à s'exprimer. Et dans notre groupe de travail, là où nous en sommes, après avoir réuni des acheteurs publics, c'est de travailler sur une charte d'engagement. Alors vous me direz, encore une charte, effectivement, mais la charte, si on regarde tout l'intérêt d'une charte, c'est qu'elle a le mérite de réunir autour d'une même table différents acteurs qui vont réfléchir ensemble aux problématiques qu'ils rencontrent et qui vont, d'une certaine façon, s'engager. C'est à ça que sert une charte. Donc c'est un point de passage qui nous paraît obligé et qui permet de réunir, de rendre factuelles des volontés qui commençaient à s'exprimer. Pourquoi une charte, en fait? Oui, peut-être, vous avez raison, mais moi j'aurais dit plutôt un calendrier de produits nécessaires pour la cuisine centrale.
centrale de Tours, par exemple. Mais vous avez raison, mais l'un n'exclut bien évidemment pas l'autre. Ça comporte cette phase-là. La prise en compte de la saisonnalité, des quantités est très importante. Et quand vous touchez ça, ça m'amène à évoquer un autre sujet quand on raisonne sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, finalement, c'est la production d'un maraîcher. À certaines périodes, il va produire en quantité très importante et il va être très content d'avoir un client supplémentaire. Il ne faut pas que ce soit le seul, la restauration collective. Mais que va-t-il se passer l'été quand il sera en plein de sa production de tomates et il va la mettre sur le tas derrière pour faire de compost? Non. Ça veut dire donc qu'il faut réfléchir à des outils. Et puis en plus, imaginons, il produit effectivement des pommes de terre, des carottes, des panais, etc. Il y a beaucoup de légumes qui nécessitent d'être lavés avant d'être fournis à l'acheteur. Eh bien, lorsque nous voyons certains maraîchers sur des surfaces relativement modestes, en bio, on voit souvent au fond de la parcelle une vieille baignoire qui sert à laver légumes pour pouvoir fournir en légumes propres celui qui va les utiliser derrière. Bon, c'est sympathique, c'est opérationnel, ça a le mérite d'exister et de rendre possible une commercialisation. Mais lorsqu'on va commencer à être confronté à une demande beaucoup plus importante de la restauration scolaire, il va falloir réfléchir à une organisation différente. Donc créer une plateforme, des outils structurants. Et par exemple une légumerie qui paraît indispensable. Je fais le lien avec la production. La légumerie, si elle ne sert qu'à laver les légumes en grande saison, pour les tomates, vous me direz, ça se lave un peu moins, que va-t-on en faire? Ça veut dire peut-être que cette légumerie pourra être complétée d'une conserverie. Voilà. Enfin, y a etc. Donc vous voyez, il y a tout un paysage, tout un circuit du légume, pour ne parler que du légume, mais on pourrait aussi parler de la viande, qui commence à la production, qui peut aller vers la restauration scolaire et les autres modes de commercialisation. Il ne faut surtout pas les écarter. Que diriez-vous d'une entreprise qui n'aurait qu'un seul client? Surtout si c'est un gros client. On dit danger. Donc c'est intéressant pour pouvoir s'installer, pour pouvoir être assuré d'un certain volume de commandes que l'on a fiabilisé. Mais il faut penser à sécuriser le parcours de celui qui s'installe et qui veut développer sa petite exploitation. Donc il faut aussi qu'il puisse se confronter à d'autres modes de commercialisation. Et là, tous les modes de commercialisation sont possibles, en réfléchissant que tous ne sont pas autant rémunérateurs, mais peuvent faire un chiffre d'affaires. Quand je parlais de fonds de roulement, vous savez, c'est parce que si la restauration collective sur des grosses quantités peut permettre à l'agriculteur de planifier des productions, c'est un avantage. Pour les légumeries, il n'y a que 2 exemples à ma connaissance qui fonctionnent bien en France. C'est à Laval, je crois, et la deuxième, c'est plus proche d'ici, c'est à La Roche-sur-Yon. Et en fait, c'est avec des travailleurs handicapés. Je pense que c'est un très très bon exemple. Mais il y a plein de plateformes qui ont été créées avec des légumeries et tout ça et qui n'ont pas fonctionné. Ah ben bien sûr, il y a toujours le risque. C'est pour ça qu'il faut s'entourer d'un maximum de précautions. Et c'est bien pour ça que dans le groupe de travail, nous avons voulu associer toutes les parties prenantes d'un circuit alimentaire. Donc nous avons les visions des uns et des autres. Ferme d'Avenir participe, Impact 37, que des régions Le Gapto, etc. Les différentes philosophies de la production, pour ne parler que de la production, sont représentées. Et ça nous paraît particulièrement important. Nous n'avons pas à privilégier, même si nous pouvons souhaiter une évolution vers le bio, mais finalement toutes les formes de culture, et surtout celles qui sont en transformation, en évolution, sont recevables. À nous d'être exigeants sur la qualité. Alors quand même, une question avant de passer à la région. En fait, est-ce que vous pensez que l'étendue du territoire est suffisant pour organiser justement ce système alimentaire? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus largement sur le département? Bon, comme en Vendée, je parlais de cette légumerie qui fonctionne très bien et qui fournit les collèges et qui se développe de plus en plus vers, je pense, les EHPAD. Ou est-ce que finalement, quand on parle du local, c'est pas plus au niveau de la région que l'on peut être plus cohérent sur la production et la consommation? Je ne sais pas ce qu'on appelle cohérence en production et transformation. Il y a des outils de transformation qui sont adaptés à une échelle départementale ou même un peu plus grande, et puis d'autres qui sont complètement adaptés à une échelle beaucoup plus locale. Il y a des produits, par exemple, dont la production ne se fait pas forcément uniquement dans la zone centrale autour, de la ceinture nourricière, qu'on pourrait dire restreinte autour de la ville centre de la métropole. Il y a un abattoir à Bourgueil, il y en a un autre à Mérigny, dans le sud du département, et il y en a un autre à Vendôme. Donc vous voyez bien que les outils doivent être dimensionnés et placés là où nous en avons besoin. Et il est vrai, la métropole a une responsabilité, bien évidemment, déjà sur son territoire métropolitain, mais bon, les appels à une métropole qui ne soit pas égocentrée sur elle-même sont réels. Dès que ce groupe de travail a été mis en place, nous avons eu des appels pressants des présidents des autres collectivités autour de nous, en nous disant nous voudrions
pourrions faire partie de votre groupe de travail. Ben non, pas dans un premier temps, ça ne nous paraît pas opportun, mais réunissons-nous et réfléchissons aussi ensemble. Ce que nous avons fait. Nous avons eu déjà des réunions de travail avec les autres présidents des intercommunalités autour de la métropole. Bien évidemment, nous ne sommes pas, si j'ose dire, en Corée du Nord. Les frontières ne sont pas fermées, elles sont complètement poreuses. Nous avons beaucoup de légumes qui sont vendus sur nos marchés, qui viennent de la région du Maine-et-Loire, c'est bien évident. Et d'ailleurs, la viande vient d'ailleurs aussi. Donc, en fait, il y a une obligation d'ouverture. Ce qui n'empêche aucune de ces collectivités de devoir réfléchir quand même à une certaine forme, le mot me semble toujours trop fort, d'autonomie alimentaire qui permet de nourrir un territoire. Potentiellement... L'autonomie alimentaire comme Albi qui prône en fait c'est 95% de produits locaux. Oui, on peut rêver cela, hein, bien sûr, rien n'est interdit, mais les échanges avec les autres territoires peuvent aussi nourrir. N'oublions pas que les échanges sont réciproques. Et que ce que nous produisons aussi peut aller à l'extérieur de notre centre. C'est important. Bien sûr. Alors, juste une chose, donc, quand même, les élus, ils ont réagi quand vous leur avez dit, mais c'est plus possible, les 20%. Est-ce que leur message a changé ? En ce qui concerne les élus, je crois qu'ils sont devenus très réalistes et que lorsqu'on fait une enquête sur le bassin de consommation et que lorsque l'on s'aperçoit que finalement l'objectif est beau, il est utile, il faut l'atteindre, c'est comme le zéro défaut en qualité. Il faut bien avoir des objectifs ambitieux qui nous tracent une orientation, une piste vers l'avenir. Mais ça nous a surtout conforté dans le fait qu'il fallait aussi venir en aide au monde agricole et que notre responsabilité en aide à l'installation de jeunes agriculteurs, de jeunes producteurs, en lien avec les instances institutionnelles, hein, la Chambre d'agriculture par exemple, nous travaillons avec le président de la Chambre d'agriculture. Il est personnellement présent à chacune de nos réunions avec la directrice de la Chambre d'agriculture. C'est dire toute leur implication. Mais on pourrait aussi réfléchir, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Vous êtes en train de la monopoliser, ils disent rien. Mais c'est très intéressant. Sur le besoin de surface pour produire. Comment mobilise-t-on une surface pour produire ? Nous avons tout à fait suffisamment de surface pour produire, aussi bien pour les légumes au niveau de la métropole qu'au niveau du département. Nous pourrions aller théoriquement vers une autonomie alimentaire. L'atelier d'urbanisme nous a fait un joli calcul qui nous permet de le voir, même si c'est un objectif dans l'absolu. Mais de toute façon, on va pouvoir produire, parce que là, à l'Open Agri-Food, les gens de la FNSEA disaient « mais on va produire du hors-sol, parce que les sols sont pauvres ». Juste une parenthèse, comme ça va faire réagir un peu les gens. Mais j'étais assez étonné, je trouve ça super. Vous avez le droit de faire la provocation, mais par exemple, lorsque nous sommes en train de revoir notre plan local d'urbanisme sur au moins 2 des communes qui sont dans les Varennes de Loire, c'est-à-dire entre les digues de Loire et du Cher, dans notre zonage agricole, sur les zones agricoles, ceux qui vont s'installer en production ont l'interdiction de faire de la production hors sol ou ne seraient pas accueillis sur notre territoire. Nous avons des terrains qui sont propices, utilisons-les de la meilleure manière possible. Voilà des bonnes choses, vous voyez. Alors, tu as des réactions, hein, je pense. Non, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt sur la question de l'autonomie alimentaire, mais je vais revenir sur l'espace régional qui, moi, me semble, alors, évidemment, je défends mes territoires et mes élus, mais qui me semble le territoire le plus approprié pour avoir une cohérence et une durabilité dans un système alimentaire territorialisé. Quand on parle d'autonomie alimentaire, je le disais sur l'atelier précédent, je fais toujours très attention, parce qu'on a aujourd'hui un phénomène mondial, hein, la métropolisation, et on a de plus en plus d'argent et de recherche et de développement qui vont dans les métropoles, parce que les métropoles produisent de l'argent aussi, et on a des métropoles qui parlent d'autonomie alimentaire. Et ça, je trouve ça très dangereux parce que une métropole qui devient autonome va artificialiser la production de la nourriture, va se moquer de la façon dont c'est produit, et que l'idée, effectivement, la coopération territoriale, métropole-région, métropole-zone rurale, et penser au travers de nos politiques alimentaires tout l'équilibre rural-urbain nécessaire à la pérennité, à la durabilité en fait de nos territoires est fondamental. Et souvent, je répète, quand j'entends sur tous les dialogues multilatéraux à l'international, dans les agences de l'ONU, etc., dans des grosses machines en face de nous, des lobbies du BTP notamment, qui sont puissantissimes et qui ont très envie de voir des grandes tours avec des milliers d'hectares produisant sans air, sans eau, sans terre, des aliments qui, je ne sais pas quel goût ils ont. Enfin bon, en tout cas, il y a beaucoup de fonds qui y vont. Et ces fonds-là mériteraient d'être investis dans les zones rurales pour passer à la transition, par exemple. Voilà. Alors la problématique de la transition, effectivement, vous êtes élu, vous savez, c'est que ça dure.
c'est qu'on sort de l'agenda politique et qu'ensuite il faut le vendre à certains élus. C'est pas évident quand on sort de l'agenda politique. Et à l'heure où on parle du développement durable, ça paraît évident, mais voilà. Ensuite, vous avez parlé de plein de choses, parce que c'est pas que j'ai préparé des exemples, j'ai essayé de regarder toutes les politiques existantes, les politiques publiques qui pouvaient être à disposition de nos élus pour justement ancrer la question de l'alimentation sur leur territoire, notamment via la restauration collective. Aujourd'hui, les régions s'intéressent vivement au projet. Hein. Et comme vous l'avez dit, avant toute chose, il faut structurer l'offre, former et bâtir, et d'abord faire un diagnostic très précis de tout ce qui est existant, de comment est-ce qu'on peut aussi transformer certaines productions pour la restauration collective. Restauration collective qui, quand il s'agit d'élevage, par exemple, il faut trouver un débouché pour toutes les parties de la bête. Enfin, c'est assez compliqué. Ça veut dire ensuite, effectivement, comme vous l'avez dit, investir dans les légumeries, donc changer aujourd'hui. Donc les régions sont en train de faire des diagnostics, sont en train de structurer l'offre. Il va falloir ensuite qu'elles investissent dans des sortes de mini-centrales, parce qu'on ne va pas recentraliser. L'idée, c'est pas de recentraliser. Mais ça, j'y crois pas. Non, il va falloir, on le prévoit. Mais oui, mais je sais, mais c'est prévu. Alors, ce qui est problématique, effectivement, c'est que l'État nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. On attendait 450 millions, on ne les a pas, pour investir dans les légumeries, etc., etc. Donc on va voir comment tout ça se passe. Mais je pense que là, les consommateurs ont vraiment leur mot à dire et à influer. Vous parliez des politiques foncières. Donc ça, c'est fondamental. Donc Madame de Crémier nous rejoint. Je suis ravie. On s'ennuyait sans vous, en fait. Vraiment, on ne s'est rien dit jusqu'à présent. Maintenant, on va devenir sérieux. Hein. Écoutez, on est ravis de vous accueillir. Enfin, un peu d'intelligence avec nous. Oh, je vous jure. Oh non, mais attends. Oui, prenez un micro avant de prendre mes propos, hein, parce que sinon ils ne vont pas vous entendre. Est-ce que, voilà, on va passer les micros, voilà, comme ça. Oui, alors donc, on était en train de parler des outils dans les régions. Donc on était... Pas que dans les régions, non. J'ai essayé de faire un relevé, pardon Laurent, des politiques publiques existantes qui peuvent appuyer l'ancrage territorial de l'alimentation, notamment pour la question de la restauration collective. Hein. Donc, vous avez parlé, Monsieur le maire, très justement des politiques foncières. Alors, tous les niveaux de collectivité, communes, départements, régions, ont de quoi se faire des réserves foncières. Je crois que c'est toujours pareil. Hein. Après, il y a une question de volonté politique. Donc après, je te laisserai la parole. Ensuite, nous, par exemple, on travaille sur les SRADET en ce moment. Les quoi, les SRADET. Alors, on a beaucoup d'acronymes. Les schémas régionaux des développements durables et d'aménagement des territoires, sur lesquels donc, certaines régions se positionnent très fortement pour faire des réserves foncières, des réserves agricoles ou des réserves écologiques. Donc ça, c'est un portage politique. Ça, c'est aussi aux administrés et aux consommateurs à faire remonter leur volonté. On parlait de structuration de l'offre, de formation, etc. Donc ça, c'est les politiques agricoles. Communes, départements, régions, on a des outils. Nous, dans les régions, on a les FEADER. Voilà, le deuxième pilier de la PAC, on FEADER, qui permet l'installation de jeunes agriculteurs. Le FEADER, ça vous dit quelque chose? FEADER. Ça va, oui, ça va là. On n'a pas besoin de transcrire, tout le monde suit. Non, mais attends, je vérifie. Parce que Donc des fonds décentralisés avec la problématique actuelle, c'est-à-dire que ces fonds et ces projets, je l'ai dit tout à l'heure, ont été décentralisés. L'agence de paiement n'a pas décentralisé. Donc actuellement, on a des projets qui ne sont pas financés alors qu'ils sont partis, quoi. Donc il y a des trésoreries à vide, c'est très compliqué. Mais on peut aussi, les régions, orienter les aides agricoles, favoriser les regroupements des agriculteurs pour leur permettre de répondre aux appels d'offres de la restauration collective, etc. Je crois qu'il y a un truc évident, quand il y a un portage politique, quand il y a une volonté, on a les outils. Parce qu'après, je continue très rapidement. Non, attends, juste peut-être, on va juste passer la parole à Madame de Crémier. Justement, est-ce qu'il y a une volonté politique à la région? Non, parce que si on la laisse parler, on n'en finit plus. On reviendra, parce qu'elle a plein d'exemples. Regardez, je vous ai dit, elle a 10 pages. Non, mais je voudrais savoir s'il y a une volonté politique ici, dans cette région Centre-Val de Loire. Oui. Écoutez, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Écoutez, je ne sais pas. Alors, oui, je crois, j'espère qu'il y a une volonté politique. En tout cas, moi, je m'y consacre de manière très intense. Valérie le sait, et plusieurs personnes ici le savent aussi.
Et c'est quelque chose qui est passionnant parce que tout le monde mange, tout le monde a une idée sur la question. C'est pas comme si vous voulez une politique, par exemple sur le tourisme. Il y a moins d'implication. Il y a moins oui, il y a moins de personnes qui pensent comment il faudrait faire. Sur l'alimentation, il y a énormément. Tout le monde réagit, alors c'est un peu le chaos, non ? De préconisations, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez flou. C'est-à-dire que le moment que nous vivons aujourd'hui, un moment qu'on le retrouve au niveau même du monde, comme Valérie, tu nous as montré avec la participation de l'ARF à un mouvement des villes pour l'alimentation durable. ARF, c'est Association des régions de France. L'association des régions de France. Ça, je le savais. Hein. Et donc, ce moment, on est dans un moment de l'histoire où on commence à sentir, à percevoir, à ressentir que finalement, ce qu'on mange n'est peut-être pas bon pour nous. Ce qu'on mange là maintenant, c'est pas bon pour nous ? Voilà, on commence à se dire, peut-être que ce qui a marqué sur l'étiquette, c'est pas complet. Peut-être que ce n'est même peut-être pas juste, et peut-être qu'en fait, c'est ce qu'il y a dans notre assiette dont on ignore la provenance, la manière de fabrication, et surtout qu'est-ce qui a été ajouté pour arriver à faire des pizzas sans fromage, mais sans parce que vous n'avez pas arrêté les pizzas, je vous avais dit. Voilà, et donc on se dit, mais on est dans ce constat-là. Mais la solution n'est pas encore consensuelle. Elle se cherche, d'où la question justement de ce levier politique. Le politique, s'il joue vraiment son rôle, c'est celui de donner une vision, une explication et une cible collective à atteindre ensemble, en se disant pourquoi on va aller dans ce sens-là. Mais vous allez changer le paysage agricole de la région centre ou pas ? Alors, je vais essayer de le développer. Combien de temps vous me donnez ? Combien de temps on lui donne ? Non, parce que je pense que... Non, allez-y, mais bon, soyez bref, parce que sinon, vous savez, je les connais. Hein. Après 5 minutes... voilà, exactement. Non, il faut être bref, concis, puis on va développer après avec des questions. Non, mais l'idée majeure... Il me faut quand même 5 minutes. Alors 5 minutes, on lui accorde ? Tout le monde est d'accord, hein, vous voyez ? Oui. Et en plus... Ah, d'accord. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on a posé déjà, on part des gens. Les gens, le public, se dit, il faut changer les choses, mais on ne sait pas très bien comment. Alors chacun a sa petite recette. Il y a beaucoup de publicité qui dit il faut manger plutôt ça, mais la publicité vient de l'industrie agroalimentaire qui est à l'origine justement de cette transformation des aliments. Donc les messages sont brouillés. Nous, on se dit, il y a une attente des citoyens. Deuxième chose, on constate que le système de production alimentaire, de l'agriculture à la transformation, est responsable, en comprenant la fabrication des pesticides et des intrants minéraux, de 40% des émissions de gaz à effet de serre, plus de pollution durable des nappes phréatiques, de l'air, enfin toutes ces conséquences qui sont désormais ressenties et identifiées. Troisième chose, on voit un monde économique de l'alimentation en souffrance. Des agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, des pressions sur les transformateurs, les petits qui disparaissent, des concentrations très fortes et donc des évictions aussi, et un manque parfois d'espoir, y compris dans son propre métier, de la part des acteurs. Ça, c'était le troisième constat. Quatrième constat, la santé. On voit que les études commencent à sortir. Il y a une sorte d'omerta qui se lève quand même un peu sur les conséquences de l'alimentation sur la santé à la fois physique, diabète, obésité, maladies auto-immunes, et de plus en plus maintenant sur des maladies mentales, une baisse de QI et le dernier sur Arte. Oui, c'est ça, demain tous crétins. Demain tous crétins. Vous avez vu ça, c'est non ? quelque chose que l'on sait depuis plusieurs années. La nouveauté, c'est que maintenant, c'est sur la télévision française. Mais on le sait, c'est pas, je veux dire, c'était pas du tout un scoop, mais sur l'effet qu'il y a
des perturbateurs endocriniens de l'alimentation sur la capacité de concentration et sur les troubles de comportement, surtout des enfants. Mais j'ajoute que c'est un degré supplémentaire par rapport à la responsabilité que nous avons par rapport justement à ces enfants. Ça, c'était le quatrième. Ensuite, le cinquième constat, c'est que, heureusement, ça fait maintenant plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, que des résistances s'organisent de manière spontanée, citoyenne, parce que même si ça n'était pas du tout dans le débat public avec l'acuité que ça a maintenant, il y a déjà, heureusement, certaines personnes qui ont compris et qui ont décidé de s'organiser de manière à ne pas avoir à subir, en quelque sorte, les préconisations de la publicité et puis finalement les recettes des arrière-cuisines de l'agro-industrie. Sur ce constat, nous regardons maintenant notre région Centre-Val de Loire, deuxième région agricole d'Europe. 80 à 90% selon les territoires de l'ensemble de la production de la région part à l'extérieur de la région, soit pour être exporté, soit pour intégrer une grosse usine industrielle qui nourrira notamment l'Île-de-France, mais ou ailleurs. Mais en tout cas, les fameux produits locaux, bio, nos IGP, nos AOC, tout ce que l'on veut faire avec du local, c'est au maximum 10% de toute notre production et transformation sur le territoire de la région. Donc, la première chose, et là on prend le premier levier, le premier levier de changement, c'est, et je dirais le premier et principal, c'est la relocalisation, c'est-à-dire que cette balance 90-10 est clairement exagérée. Donc passer à du 80-20 ou à du 70-30, ce sera déjà une avancée, un rééquilibrage pour justement reprendre la maîtrise. Ce qu'il faut comprendre, s'il y a une seule chose peut-être qui pourrait être retenue de mon petit discours, c'est le lien qui existe entre la relocalisation et le fait de reprendre la maîtrise de son alimentation. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à tous ces 5 constats objectivement, même si je le dis comme ça très vite avec une voix neutre, dramatiques par rapport à ce système qui était censé représenter, alimenter tout le monde, etc. Parce qu'il y a eu cette concentration très forte qui fait que dans l'allongement de la chaîne et les volumes, ça a déresponsabilisé tous les acteurs. Donc, y compris le consommateur, quand on le voyait hier dans le film qui a été diffusé à la Villa Rabelais dans les rencontres d'Impact 37, eh bien, il disait, même le consommateur, quand il arrive pour acheter sa tomate en plein hiver, il se dit, mais il y a tellement de tonnes de tomates ici dans cette grande surface, une de plus, une de moins, ça ne va rien changer. Donc il y a à la fois cette petite déresponsabilisation, mais il y a aussi le grossiste qui, de toute manière, il faut qu'il tienne la cadence du flux tendu par rapport aux commandes qu'il peut avoir, et tout est informatisé, et la seule chose qu'il voit comme variable, c'est le prix d'achat, de vente, et le contenu n'a plus d'importance, que ce soit des fraises d'Espagne ou de la glace avec du lait totalement craqué. Et ensuite, on peut faire ça sur tous les éléments jusqu'à la grande distribution qui, de toute manière, n'aura pas non plus cette responsabilité. La responsabilité, elle va venir de la relation entre deux personnes qui se regardent dans les yeux à un moment ou à un autre, au moins une fois par an, et qui se disent qu'est-ce que tu as fait, de quoi tu as besoin, comment tu es. Et ça veut dire que de toute manière, on doit redevenir dans plein de cercles plus petits. Et donc relocaliser pour ramener les productions et les consommations et les transformations sur un territoire. Aujourd'hui, nous avons demandé à l'UFN de nous aider à caractériser, entre autres, les systèmes alimentaires territoriaux, notamment en fonction de la taille du territoire qui serait visé, et on en est au bassin de vie. C'est pour vous dire que c'est pas un département. Donc pour vous la région, c'est trop grand. C'était un peu la question que l'on avait avant. Pour vous, finalement,
s'occuper La région, c'est l'échelle que la loi NOTRe a choisie pour donner une politique en termes d'agriculture et d'alimentation. Donc c'est l'échelle donnée par la loi. À l'intérieur de la région, on a comme politique de créer des systèmes alimentaires territoriaux. On a 23 bassins de vie. Il pourra y en avoir une vingtaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, parce qu'on ne va pas non plus... on va le faire bien, en correspondance avec la réalité du territoire. Et donc, pouvoir avoir ce découpage. Et ce qui est très important, c'est qu'on doit retrouver un certain degré à la fois d'autonomie alimentaire, parce qu'on le fait pour ça. Quand on rediversifie, on retrouve aussi un certain degré d'autonomie, mais aussi un degré de démocratie. C'est-à-dire que la gouvernance de ces systèmes alimentaires territoriaux, elle est forcément composée d'un peu tout le monde. Et donc aussi des citoyens. Là, aujourd'hui, concrètement, vous avez une carte de crédit, vous rentrez dans une grande surface avec votre caddie et vous avez, soi-disant, 50 000 produits en termes de choix. 50 000 en tout, dans l'agro-industrie, toute référence confondue. Il y en aura peut-être 2 000 dans un magasin, mais en tout, on en a 50 000 en France. En fait, ça provient pratiquement des mêmes entreprises. Vous avez entre... Et comme je disais tout à l'heure, c'est quand même 90% de notre distribution alimentaire, donc vous avez la main là-dessus. C'est un peu baissé. C'est un peu baissé. Oui, on est plutôt entre 80 et 85 maintenant. D'accord. C'est pour ça que la grande distribution commence à réagir en faisant des têtes de gondole pour dire que c'est local ou des choses comme ça, parce qu'il y a eu une érosion de à peu près 10% du chiffre d'affaires dans les 10 dernières années. Mais c'est une tendance lourde. Donc le point, alors vous me posez la question sur la grande surface. Le système de la grande surface, l'existence du concept de grande surface, tout est tombé, donc ça tombera pas plus bas, provient d'une chaîne économique qui a éloigné les producteurs des consommateurs. C'est-à-dire que c'est eux qui tiennent véritablement la main. C'est l'industrie agroalimentaire d'une part, mais encore plus la grande distribution. Et il ne faut pas oublier les chaînes de restauration rapide qui ont joué historiquement le rôle le plus important. C'est-à-dire que dans toute l'hybridation, par exemple, du blé, vous savez qu'on ne retrouve pas aujourd'hui du blé comme... Originel, oui. Enfin, le blé qu'on a toujours mangé, qui avait du gluten et qui n'a jamais rendu personne malade. Bon, ce blé-là n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y avait 3% de gluten dans le blé d'origine. On est passé maintenant au minimum dans les espèces de blé à 18%, c'est-à-dire 6 fois plus, sans compter que toute l'industrie pâtissière rajoute du gluten de synthèse pour monter voire à 30%. Pourquoi est-ce qu'ils rajoutent autant de gluten? Pourquoi les plantes ont été sélectionnées pour avoir plus de gluten, qui donc du coup donne de l'allergie? Parce que le gluten permet une panification plus rapide et que comme le temps étant de l'argent, eh bien ça a permis de faire des marges de productivité. Et puis après, on a des problèmes pour digérer cette gomme. Et donc ensuite, effectivement, les conséquences sur la santé publique n'ont pas été évaluées. Et même ce que je vous raconte, je pense que beaucoup d'entre vous ne le saviez même pas. Donc le point de cette relocalisation pour remettre en proximité les producteurs et les consommateurs doit permettre de retrouver une juste rémunération pour les producteurs, un juste prix pour les consommateurs, aussi d'avoir une agriculture qui, comme elle n'est pas sous tension par rapport à des cours mondiaux, eh bien, elle va pouvoir aussi plus respirer, retrouver aussi d'autres manières de produire, pas seulement la monoculture avec de la chimie et les mêmes semences. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une centaine de blés autorisés en termes de semences. C'est toute la même semence, en fait. C'est des cousins. On a perdu la biodiversité aussi des semences. Et le fait de dire, par exemple, on va faire de l'agriculture associée et non pas seulement de la monoculture, et on retrouve une rentabilité des sols, pas une rentabilité, pardon, une production des sols qui est largement supérieure
au minimum équivalente à celle du système qu'on a voulu faire aujourd'hui. Mais pour ça, il faut à nouveau faire ce pas de côté. Et encore une fois, je rappelle que on reste encore avec dans le schéma, même si on passait à 70-30, ce serait quand même une très grande majorité d'agriculture pour l'export et pour l'agro-industrie. Vous voyez, on n'est pas en train de faire une révolution, on change à la marge, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Une réaction peut-être, vous, par rapport à votre expérience du territoire. Je crois que la salle a pu voir qu'il y avait là deux niveaux d'intervention tout à fait complémentaires. Un niveau régional avec une réflexion de grande ampleur, et puis des actions bien sûr, hein. Et puis une action qui rejoint ce que vous évoquiez, hein, des plans alimentaires territoriaux, et c'est ce sur quoi nous travaillons, nous, très concrètement, en aidant à installer de nouveaux agriculteurs maraîchers, par exemple, hein, en achetant des terres, en intervenant auprès de la SAFER pour que ce soit des agriculteurs qui puissent reprendre ces terres agricoles au lieu qu'ils deviennent des terrains de loisirs parce qu'ils peuvent être, par exemple, proches d'un centre urbain, en réfléchissant sur ce que nous allons pouvoir faire pour pouvoir assurer une logistique qui ne soit pas un coût supplémentaire, qui vienne en déduction du revenu déjà modeste des agriculteurs, en réfléchissant aux outils de transformation qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et vous avez certainement... Avant que vous arriviez, j'évoquais l'autonomie alimentaire en disant que le mot était certainement un peu fort parce que nous n'étions pas la Corée du Nord et que les échanges existent entre les territoires et qu'ils sont fondamentaux tant pour nous que pour nos producteurs. Donc voilà, deux actions complètement conjuguées de collectivité. Sachez que la région, cohérente avec elle-même, envisage d'aider dans les territoires qui ont commencé leur projet alimentaire pour devenir un futur système alimentaire territorial, eh bien, elle va soutenir les regroupements de producteurs de manière commerciale, logistique, ou tout simplement pour exister et commencer à s'organiser. Vous allez créer des plateformes ? Non, on va aider, on va soutenir les associations de producteurs. Vous avez peut-être déjà des questions, non ? Oui, bah oui, les questions vont venir assez vite. Quelle heure est-il ? Ouais, moi 5. Vous nous laissez encore 5 minutes ? Oui, parce que Valérie, par rapport en fait à cette dimension de la région, on en parlait juste avant, finalement, j'aimerais avoir ton avis, puisque toi tu as les visions plutôt de toutes les régions de France. Est-ce qu'on peut voir des similitudes ou est-ce que justement les régions sont toutes différentes ? Non, il y a depuis le nouveau mandat, il y a une vraie prise de conscience que l'ancrage territorial de l'alimentation devient nécessaire pour assurer ce que j'appelle la santé globale du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'alimentation, l'agriculture, c'est de l'emploi à défendre, que l'agriculture et l'alimentation pourraient devenir d'ailleurs pour les territoires, villes, régions, hein, j'entends bien, le grand pourvoyeur d'emploi, et c'est pas anodin, c'est du développement économique durable, soutenable dans la mesure où on est dans une production de l'alimentation vertueuse, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont prégnants. Ici, Centre-Val de Loire, mais la région Île-de-France aussi, la région Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, etc. La question de la restauration collective, du coup, est un des premiers leviers. Oui. Alors, est un des premiers leviers, effectivement, parce que oui, vous êtes complètement dedans. Hein, les régions, vous poser la question, les régions donc, sont compétentes, enfin, s'occupent des lycées. Oui. Je pense qu'il y a vraiment matière à travailler avec villes, départements, régions sur ces projets alimentaires pour assurer le système, effectivement, pour assurer des approvisionnements et de la relocalisation en fait de la consommation et de l'approvisionnement, etc. Un petit détail, parce que très souvent les élus me disent oui, mais les marchés publics, c'est compliqué, on n'a pas le droit, etc. Alors on a le droit. Contrairement à ce qu'on dit, il y a un vrai... Quand on sait faire. Alors, non, mais c'est pas du tout un détournement. On n'a pas le droit dans les marchés publics d'avancer l'indicateur de provenance, par exemple. On n'a pas le droit de l'utiliser. Mais en revanche, dans le droit français, je crois que c'est depuis mars 2016, une directive européenne a été intégrée et pour des raisons de développement durable et de santé, il est tout à fait possible de privilégier de l'approvisionnement. Bien sûr, mais il y a un outil sur Internet qui est Localim, tu sais, il y a toutes les informations. Mais, alors justement, la restauration collective, puisque c'est quand même... vous, dans la région centre... Ah, si vous commencez à parler entre vous, alors... que disiez-vous, cachotterie
La restauration collective, vous m'écoutez ou pas? La restauration collective, alors, dans la région Centre, parce que vous parliez effectivement des citoyens. Quel est votre engagement par rapport au lycée? Alors, elle est sur l'ensemble de la restauration collective, puisqu'on ne s'arrête pas qu'au lycée. C'est vrai. Donc, on a les lycées et les CFA, ce sont les deux établissements en direct gérés par la région. Donc là, ils sont en première ligne avec un projet, on va dire, très dense en termes déjà de suivi. On n'avait pas connaissance avant de quels étaient les produits locaux, bio, c'est du centre, différents. On ne le savait pas. Donc déjà, rien que le fait de savoir, ça veut dire qu'on déploie une plateforme informatique dans l'ensemble des lycées. Ensuite, les lycées vont rentrer dans la dynamique et ça va s'auto-alimenter de cette relocalisation. Parce que en aidant justement les regroupements de producteurs, parce qu'il va y avoir cette demande de la part des lycées, ces regroupements pourront servir aussi pour d'autres cantines, y compris aussi pour les particuliers et les familles. Donc là, ça c'était en direct avec ces établissements-là. Ensuite, il y a l'établissement de l'hôtel de région lui-même, qui était comme beaucoup, qui externalisait. Il va donner l'exemple, donc il va internaliser pour avoir aussi sa cuisine et pouvoir choisir ses fournisseurs et préparer, etc. Et ensuite, on a toutes les autres cantines, privées ou publiques, pour lesquelles on va contribuer en fonction des dossiers sur les territoires à travers tous les contrats régionaux de solidarité territoriale. Très bien, je vous remercie. On va passer la parole à la salle. Je sais qu'il y avait une question là-bas. Il y a d'autres... Oui, c'était une question par rapport aux cantines municipales. Moi, j'avais vu un exemple d'une commune, à Mouansartou, qui est en Alpes-Maritimes, qui en 2013 avait créé son potager municipal et qui alimentait 1100 repas pour 3 cantines. Je voulais savoir si ce n'est pas quelque chose qui peut être diffusé plus largement en France à l'échelle des communes. C'est un modèle qui a le mérite d'exister et qui peut effectivement être démultiplié. Notre principe d'action était de ne pas imposer de modèle. Certaines cantines, certaines communes peuvent faire cela parce qu'elles disposent de terrain et qu'elles sont suffisamment équipées en ressources humaines déjà pour pouvoir le faire. D'autres ne vont pas le choisir. Dernièrement, un maire d'une commune de la métropole m'a demandé de venir voir avec lui. Il est en train de revoir son plan local d'urbanisme et fait une étude de zonage de terrain qui pourrait être apte à l'agriculture alors qu'actuellement ils sont très peu, sinon pas utilisés. Donc lui est en régie dans sa cantine. Donc il imagine effectivement, c'est-à-dire que c'est la commune elle-même qui gère la cantine. Donc en lien avec Agrocampus, le CFA de Fondette, on a commencé à étudier quelles pourraient être les possibilités. Donc effectivement, pour nous tous les modèles sont bons. J'espère que vous avez compris dans ma première partie de présentation, nous sommes contre toute forme d'intégrisme. Mais bon, par contre, ce à quoi nous tenons, c'est à ce que l'agriculture évolue vers plus de qualité, plus de sécurité et de santé. Non, mais juste des petits détails, puisqu'on parlait de la liste des politiques à disposition des élus. Mouansartou, par exemple, le PLU, en très peu de temps, le maire a fait passer les zones agricoles de 40 à 1200 hectares quand même. Oui, et on est sur la Côte d'Azur, donc c'est du foncier il aurait peut-être eu intérêt. Pas anodin, oui, non, c'est pas anodin parce que le lieu... Et ensuite, il a assuré aussi, c'est aussi en régie, c'est la municipalité qui a assuré les ateliers de transformation, parce que dans la problématique de la restauration collective, c'est l'été, où effectivement... on n'a pas débouché. Donc, transformation, conserverie, etc. Créant donc, je crois, une quarantaine d'emplois stables. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, tout le monde est nourri dans cette ville par du bio, du local, géré par la commune. Enfin, en hiver, on verra. Mais c'est vrai que c'est un exemple qui est repris à la Seine-sur-Mer, c'est repris... bon, il y a Barjac aussi, où c'est pas mal. Il y a plein d'endroits, quand même, où il y a des actions. Une autre question ? Ah non, donc ça ne vous intéresse pas? Ah non, alors là, vraiment, je pensais que... Alors, on va continuer. Alors, juste ce que je voudrais savoir quand même, d'autres actions, à part, on parlait de Mouansartou, mais au niveau des régions, quelles sont les actions un peu marquantes, sachant que moi, je fais quelques cartes là-dessus, j'en trouve beaucoup. Je trouve qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus dynamiques que d'autres.
Qu'est-ce que tu pourrais souligner, toi? Je dis pas ça parce qu'elle est à côté de moi, mais je pense que l'action depuis 2 ans de Christelle de Crémier est la plus approfondie sur la question liant alimentation et citoyenneté. D'accord. Vraiment, c'est-à-dire que tous les acteurs, il y a un travail de diagnostic et de terrain qui est assez peu commun. Je le disais à l'instant, il y a aussi Nouvelle-Aquitaine, mais qui fait ce même sujet, mais sur la population des agriculteurs, et donc d'identification, de formation, etc., de mise en réseau, pour la restauration collective. Je pense que c'est les plus... À ma connaissance, les régions qui se sont transformées, agrandies, en fait, ont eu un peu de mal quand même à mettre un peu ces actions sur toute la région. Bon, en Bretagne, je vois qu'il y a des actions qui sont plutôt performantes, et la région Bretagne n'a pas bougé, donc ça continue. Ça continue, avec Teralim, bien sûr. Est-ce que ça a été difficile avec Madame de Crémier, le fait de réunir la région centre et... Ah, ils n'ont pas suivi, c'est vrai en plus. Ah ouais, c'est pour ça que c'est facile pour vous. Ah non, mais excusez-moi, c'est vrai. Sur toutes les politiques régionales, ça a été très compliqué, d'autant plus qu'on a une succession d'élections et que les organigrammes sont calés depuis très peu de temps, depuis après les sénatoriales. D'accord, non, c'est vrai. Oui, mais les régions qui se sont réunies, par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Je sais, Grand Est, c'est beaucoup plus difficile d'unifier les actions. Non, tu n'es pas d'accord ou pas? Alors, un blanc. On est quand même en train de construire ces fameux SRADET, ces fameux schémas régionaux de développement durable et d'aménagement des territoires, qui seront terminés dans 1 an et qui devraient assurer une certaine cohérence à ces grands territoires, avec probablement des sites porteurs. Et qu'évidemment, sur une grande région comme Grand Est, on aura plusieurs pattes pour faire un SAT. D'accord. Mais bon, ça c'est de la... Il y a de multiples initiatives et je voudrais surtout pas croire que vous pensiez que nous sommes uniquement lancés dans les études, mais la métropole a participé à l'installation concrète, réelle de terrain d'au moins 7 maraîchers à l'heure actuelle qui produisent. Cette semaine, nous étions en réunion à Agrocampus, la région était présente, le département était présent, l'ensemble des producteurs, Impact 37 était présent, des jeunes étaient également présents pour pouvoir élargir le comité départemental d'Espace Test. Espace Test, c'est un outil d'aide à l'installation et à la sécurisation du parcours de maraîchers qui veulent effectivement produire dans la philosophie qui était évoquée là, autant par moi que par Madame de Crémier. Donc il y a déjà des réalisations concrètes. Il y a des communes qui font l'acquisition de terres pour pouvoir les mettre à disposition. Donc il y a déjà l'amorce d'une politique foncière au travers de multiples initiatives d'acteurs de collectivités locales dans le cadre de cette politique alimentaire territoriale. Madame de Crémier, vous travaillez avec les départements? Alors, je reviens pour vous répondre à la loi NOTRe. La loi NOTRe, autant elle a précisé que le tourisme était une mission partagée, autant elle réserve le chef de fila économique à l'intérieur duquel elle rentre l'agriculture et l'alimentation à la région. Nous avons choisi d'avoir la même démarche, c'est-à-dire une démarche partagée avec les territoires, exactement pour la raison que vous évoquiez, c'est-à-dire que on ne sait pas faire une politique alimentaire sans passer par les communes et par le PLU ou par les Comcom et par le PLUI. Donc ce partage-là, et sachant que en ligne de mire, nous avons la volonté d'installer des systèmes alimentaires territoriaux, nous devons travailler avec toutes les collectivités. Concernant les départements, qui sont effectivement en termes de compétences moins concernés, mais de fait, ils participent parce qu'ils vont aussi... C'est quelque chose on est dans une construction collective, donc il faut animer. Donc que les institutions animent sur leur territoire, qu'ils soient départementaux, intercommunaux ou régionaux, il faut qu'on ait une continuité dans l'animation et l'encouragement par rapport aux acteurs de terrain. Donc c'est prévu comme ça, c'est choisi comme ça. Merci. Il y avait une question là-bas? Monsieur. Ah oui, alors il y a monsieur en haut. Je pose rapidement ma question. C'est très intéressant ce que vous nous expliquez. Je souhaitais vous demander au passage, on a appris récemment que les aides financières à l'agriculture biologique aient été supprimées.
Donc c'est relativement un coup dur. On maintient. D'accord. Pas toutes les régions, hélas. Avec quel portefeuille vous maintenez du coup? Avec... C'est le choix de fléchage par l'État français des fonds européens. C'est-à-dire que l'Europe, elle flèche la France, et ensuite l'État français reflèche vis-à-vis des régions. Et donc dans ce fléchage-là, le maintien au bio, on a pris pour son grade. Et très clairement, on a fait tous les tiroirs, c'est-à-dire, je le dis, on a déshabillé Paul. En particulier, voilà, des politiques qui étaient dans ma délégation, pour qu'il puisse y avoir la moitié des aides au maintien bio qui étaient nécessaires par rapport aux besoins de notre région. C'est-à-dire que nous avons dû faire baisser d'autres politiques régionales pour compenser à moitié seulement ce que l'État a choisi de ne plus flécher. De ne plus flécher, il aurait pu le faire. Elisabeth, vous avez une question? On passe le micro. Merci beaucoup. C'est dans le même sens. En tout cas, merci de tous avoir présenté cette ambition et nous avons bien entendu l'étendue des motivations. Néanmoins, pouvez-vous aller encore plus loin pour ce qui concerne les moyens de la politique et la vision à terme? Parce que donc certains chiffres ont été donnés, mais à quel horizon prenez-vous ces virages et vous engagez-vous? Mais bien entendu, j'ai conscience que c'est difficile, qu'il faut avoir des objectifs ambitieux pour s'en rapprocher. En tout cas, en termes de moyens, comment ça se présente? Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les contrats régionaux de solidarité territoriale? Comment ça fonctionne exactement? Merci. Alors, les contrats régionaux de solidarité territoriale couvrent l'ensemble des territoires de la région, donc soit à travers les pays, soit à travers les agglomérations. Et tous les 5 ans, il y a un contrat qui est fait avec les élus locaux. Les pays réunissent les maires des communes du territoire concerné. Et on dit, voilà, il y a certaines enveloppes, et c'est là où la région active ses leviers politiques. Donc elle dit par exemple, pour la rénovation thermique des bâtiments publics, je vais donner cette enveloppe et de toute manière, elle ne sera pas fongible. Ça veut dire que je ne pourrai pas la transférer. Si vous ne faites pas de la rénovation thermique pour améliorer l'étiquetage thermique de votre bâtiment, vous ne pourrez pas avoir accès à cet argent. Vous voyez, c'est là où la région a son levier politique pour amener à mieux isoler les bâtiments. Et c'est là où on retrouve les aides au circuit court pour l'alimentation. C'est là aussi où on retrouve tous par exemple, les contrats locaux de santé. Enfin, c'est des chapitres qui ont, on va dire, une base commune et qui, pour le reste, s'adaptent totalement au territoire et qui sont négociés avec les élus locaux. Et ensuite, c'est pour une durée de 5 ans avec un bilan à mi-parcours. Donc ensuite, vous me posiez la question des délais. Quand on parle de temps, par rapport à ce qu'on est en train de se dire, le mot qui répond, c'est urgence. Après, le temps, c'est celui que l'on doit mettre. Voilà, moi, je vois ça plutôt à 10 ans, mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long étant donné les enjeux. Le fait de prendre conscience de ce dérèglement climatique qui est déjà en place, qui avance et qui s'accélère, de voir combien notre agriculture contribue à ces émissions, le changement qu'il faut faire déjà par rapport à ces problèmes de santé publique qui se déclenchent et que l'on découvre de plus en plus. Comment ne pas être dans l'urgence ? C'est-à-dire que là, le travail que vous faites sur le terrain, c'est parce que les élus ont aussi pris conscience de cette urgence. Ils se sont dit, on ne va pas laisser à plus tard. Il y a un moment où on est porté, on se dit, bon, ça va peut-être être un peu difficile, mais voilà, il faut y aller et ne pas cesser d'aller convaincre. Voilà, vous avez compris que c'est ce que j'essaye de faire. Je pense malheureusement qu'il faut, c'est une échelle de 10 ans qui est courte par rapport
aux 70 dernières années d'industrialisation de la production alimentaire, mais c'est déjà trop long étant donné l'urgence. Mais, pardon, allez-y. Pour être optimiste, nous avons quand même différents leviers, même si ils sont plus ou moins efficaces. Nous pensons qu'un certain nombre d'entre eux, en tout cas, restent opérationnels. En ce qui nous concerne, et je vous l'ai dit d'emblée, nous n'avons pas voulu opposer les différents types de production. Ça ne sert à rien de stigmatiser ceux qui emploient encore, et beaucoup moins sur nos territoires, ce dont on peut se rendre compte, des produits phytosanitaires. On aurait envie de les interdire tous. On va vers ça, mais on sait bien qu'on n'a pas réussi à les interdire complètement. Par contre, ce que l'on peut faire avec eux, c'est travailler pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont tout intérêt, économiquement et au plan de la santé, à le faire. Et avec Agrocampus, nous imaginons des formations à destination de ces personnes. Et il y a d'autres leviers. Les agriculteurs n'ont pas attendu depuis déjà de très très nombreuses années. Ils travaillent en coopérative, par exemple, d'utilisation de matériel agricole. Certains disent, nous avons envie aussi de confronter nos pratiques, de rencontrer d'autres agriculteurs qui fonctionnent différemment de nous. Et dans des bâtiments que nous prévoyons par exemple de mettre à disposition par la métropole, il y a de prévu une salle de réunion et un travail collaboratif avec ces producteurs, dont certains sont maraîchers, certains sont en petite polyculture, certains sont en bio, d'autres ne le sont pas. Mais il nous paraît tout à fait important de pouvoir faire confronter ces pratiques et de leur montrer que effectivement l'évolution est possible, qu'elle peut demander un peu de temps, plus ou moins, mais qu'elle est néanmoins réaliste et que économiquement, finalement, ils peuvent tout à fait arriver à s'en sortir. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi j'en ai une. En fait, je voulais savoir, toutes ces actions-là, vous le communiquez dans les écoles? Il y a des choses, des actions que vous faites? Il y a déjà des travaux qui sont faits dans les écoles, plus au niveau de la politique alimentaire, c'est-à-dire le bien manger, les semaines du goût, etc. Les agriculteurs, par exemple. Alors, il est arrivé que des maraîchers, effectivement, viennent présenter leurs produits dans des cantines. Dans ma commune, ça s'est fait, par exemple. Bien que nous fassions appel encore pour l'instant à une entreprise de restauration collective qui nous livre les repas, l'entreprise est venue, a présenté ses produits et un maraîcher est venu également pour présenter son activité. De la même façon, nous avons une ferme d'élevage en zone Natura 2000, aucun intrant, en autonomie alimentaire pour le bétail, et qui pourtant n'est pas vendu en bio alors qu'il pourrait l'être. Là, nous avons une action sous le coude avec lui. Nous faisons visiter la ferme pour qu'on retrouve ce lien avec celui qui produit, le paysan qui est à les deux pieds dans son pays, dans sa terre. Voilà. En fait, on a parlé essentiellement de fruits et légumes. Je présume qu'on ne parle pas de poisson ici. Vous servez du poisson? Et la Loire? Ah merde! Putain, j'avais oublié la Loire. Je vous jure, d'un point de vue géographique, aujourd'hui... Oh, le vin blanc d'aujourd'hui était vraiment trop... Non, mais alors, oui, mais pas que des poissons de la Loire, là, il n'y a pas que... Oui, je sais pas... la silure, oui, c'est ça? Le silure. Bah oui, j'ai dit une connerie. Nous avons des pêcheurs professionnels qui sont des amoureux de leur environnement et qui sont connus même à un niveau plus que national. Hein. Et la viande Mais la viande également, nous avons de très bonnes... Le poisson est un produit du terroir pour la région Centre-Val de Loire. C'est vrai? Extraordinaire. Moi, je suis en train de découvrir cette région. J'ai fait des études ici, mais j'ai tout oublié. Et donc, tous les produits alimentaires, finalement, on les trouve sur le territoire. Nous pourrions trouver, comme je vous l'ai dit, en quantité parfois insuffisante, parce qu'une partie s'en va et que si nous augmentons de manière relativement importante la consommation au travers de la restauration scolaire, il va falloir conforter. Et c'est pour ça que ça nous permettra de sauvegarder du territoire, de le rendre dans l'agriculture, de faire en sorte que de nouveaux paysans puissent s'installer et produire sainement sur ces territoires. Donc nous avons le potentiel. On n'a pas de problème de volume. Comme je vous l'ai dit, on produit largement, même beaucoup plus que les besoins de la région. Notre objectif est un objectif de curseur. Et c'est dans ce curseur-là, et donc ce que vous dites est tout à fait juste, il est dans la transformation, la transition, la conversion, l'évolution, enfin tous les termes qui amènent à ça. Et j'appréciais beaucoup la démarche que vous avez vis-à-vis des producteurs, justement pour leur dire
c'est que l'objectif, c'est effectivement d'aller vers une agriculture plus associée, avec où on n'est pas dans la monoculture, où on se passe des produits chimiques, mais qu'on comprend très bien que c'est pas facile, ça demande une observation, ça demande une autre manière d'appréhender son travail, et que les choses se font dans le respect des rythmes de chacun. Mais en même temps, on dit les choses. Donc voilà, c'est cette démarche-là qui me paraît très juste, et je parlerai de vous en dehors de Tours pour dire qu'il y a des bonnes initiatives. Vous avez intérêt, oui. C'est un homme précieux. Hein. Par contre, vous avez des données très précises sur la production, la transformation et la distribution alimentaire sur la région. Vous arrivez à avoir des chiffres ? Oui, on en a. Ils ne sont pas suffisamment exhaustifs. On aimerait avoir une granularité plus fine pour savoir exactement tel producteur, il a telle partie de sa production qui part en circuit court, telle partie qui part à l'export. Vous voyez, arriver à cette granularité-là. Ça fait partie de nos objectifs stratégiques. Mais les distributeurs, ils ont des chiffres, est-ce qu'ils vous les donnent ? Les distributeurs, ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ne savent pas d'où ça vient, les distributeurs? Non, ils ne savent pas d'où ça vient. Vous êtes sûr? Quand c'est du lait condensé de Nestlé, ils ne savent pas d'où vient le lait qui est fabriqué, le lait condensé de Nestlé. Non, mais d'accord. Et dont ils vont mettre sur les rayons. C'est de ça dont je vous parle. Oui. Nous, aujourd'hui, la quantité de produits transformés que nous mangeons n'a jamais été aussi élevée de toute l'histoire. On peut employer des grands mots, mais de toute l'histoire, quoi. C'est vraiment, on est dans un pic. Et ça n'a pas du tout, baissé. Ça ne cesse d'augmenter depuis le milieu des années 50. À peu près, ça augmente à chaque fois de 4% dans la quantité par an que nous achetons de produits transformés. Moi, ça m'embête parce qu'on parle souvent de traçabilité. Et en fait, je vois que finalement, on n'arrive pas à identifier les produits. La traçabilité, c'est surtout par rapport à la viande. Ah, c'est surtout. Enfin, bon, on pourrait peut-être, oui, je sais, on va pouvoir voir épiloguer, mais les gens qui font de la logistique ont un certain nombre de données aussi, et vous n'avez pas accès à ça. Si, je vous dis, c'est les chambres d'agriculture qui maillent le territoire, oui. et qui ont déjà des outils qui doivent être... mais là, on travaille avec la chambre, bien évidemment, main dans la main, pour augmenter, compléter leur base. Avant que vous arriviez, j'évoquais le travail de terrain que nous avions fait pour mieux connaître notre bassin de production. Et effectivement, nous nous sommes aperçus avec la chambre de métier la chambre d'agriculture, pardon, excusez-moi, dispose bien évidemment de données statistiques importantes sur ses ressortissants, mais elle ne dispose pas de tout. Et même elle constate qu'il y a de larges trous dans la raquette. Pourquoi ? Parce que ces statistiques sortent de la politique agricole commune. Donc là, les statistiques sont claires et précises. À la limite, c'est à la parcelle, on pourrait connaître la production. Mais par contre, beaucoup de producteurs ne passent pas tout leur production au travers de la politique agricole commune. Et c'est pour ça que nous avons initié une enquête de terrain avec les deux équipes, Chambre d'agriculture, Atelier d'urbanisme, que j'évoquais tout à l'heure, pour avoir une vision bien plus complète sur ce que font, par exemple, on a commencé par les maraîchers, sur ce que font les maraîchers. Que produisent-ils? Combien produisent-ils? Quand produisent-ils? Et vers qui le destinent-ils? Est-ce que ce sont des paniers, des AMAP? Est-ce que ce sont d'autres distributeurs regroupant des producteurs? Est-ce que ce sont des grandes surfaces? Donc maintenant, nous avons une plutôt bonne visibilité sur 3/4 du panel des producteurs actuels des maraîchers. L'enquête se continue puisqu'elle vient nourrir nos réflexions au fur et à mesure. Effectivement, c'est absolument indispensable de bien connaître le territoire. Et là, c'est ce qui nous a amené à pouvoir prendre des décisions. Bien sûr, bien sûr. Et à nous diriger vers des actions concrètes. Mais vous n'avez pas toutes les données encore. Vous disiez 3/4. Les 3/4, oui. Mais et déjà, vous avez eu des surprises. Ah oui, effectivement, on s'aperçoit par exemple, quand on parle de production très locale, que les paniers distribués par les AMAP peuvent venir des frontières du département. Bon, ce n'est pas une critique, mais c'est intéressant de le savoir. On pourrait croire que ça vient de la structure nourricière et des terres disponibles tout autour. Ben, pas forcément. Alors ça a une raison, une explication. On a cherché, elle est historique. C'est qu'au départ, il fallait trouver des producteurs qui étaient tout à fait d'accord pour utiliser ce circuit de distribution. Voilà par exemple, voilà un exemple. Pour d'autres, que pourrais-je vous citer d'autres
On s'aperçoit par exemple sur les marchés, parce que nous avons fait une enquête sur les marchés, sur ceux qui vendent des produits sur les marchés, la moitié des produits vient de Rungis sur les marchés. Alors ils sont présentés... On disait une chose importante, la moitié des produits viennent de Rungis. Ben oui, absolument. La moitié des légumes qui sont vendus sur les marchés vient de Rungis. Et d'ailleurs, ceux qui les vendent ne s'en cachent pas forcément. Enfin, nous qui faisons l'enquête. Bon, à celui qui les achète, le produit est beau, il est bon, pourquoi pas. Les producteurs bio sont capables de dire, ben voilà, ça vient de telle exploitation ou c'est mon exploitation, mais ils sont encore en nombre relativement modeste. Donc là, on voit bien qu'il y a effectivement des marges de manœuvre et qu'il serait possible, en augmentant la production locale, de faire en sorte que la part de produits vendus localement soit aussi produite localement. C'est ce à quoi nous nous attachons. En fait, la distribution alimentaire nous réserve quelques surprises. Ah ben bien sûr, mais parfois des bonnes. Il ne faut pas voir... Enfin, on ne va pas faire un nouveau chapitre des peurs alimentaires. Elles sont suffisamment grandes, nous les connaissons tous, et vous en avez brossé un tableau qui est réaliste. Mais par exemple, pour la viande, on a pu aussi, la presse s'en est fait l'écho, la presse locale, d'un producteur de Rivarennes, je vais lui faire, Monsieur Renaud, je vais lui faire de la publicité, qui a passé un contrat avec, j'allais dire Unico, ça y est, je cherche mes mots, papa local, enfin un groupe de distribution locale, la Riche Soleil, allez voilà, Géant Casino, et qui lui achète régulièrement des animaux qui sont élevés donc dans notre région, hein, tout près, sur la vallée de la Loire, qui sont traités par l'abattoir de Bourgueil. Une partie des bêtes sont utilisées dans les cantines scolaires, puisqu'il y a aussi toute une petite fédération de cantines scolaires de petites communes qui se sont fédérées, et puis le reste va vers la grande distribution avec un label, je sais pas, le label rouge, je crois. Ah, c'est très bien. Voilà, donc il peut y avoir des initiatives, et effectivement, alors on pourrait dire, oh oui, finalement ça va servir de faire valoir à la grande surface, elle vend aussi des choses locales et bio, mais finalement, si nous pouvons par ce biais faire augmenter cette production de produits de qualité et produits localement, bah, continuons, essayons au contraire de développer cela. Voilà, donc il y a de multiples possibilités d'action. C'est un bel exemple. Moi, il va falloir que je le mentionne. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à... Oui, je voulais dire que il faut toujours avoir, en tout cas essayer d'être cohérent dans l'ensemble de la démarche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder seulement est-ce que je vais seulement pouvoir relocaliser. Il faut aussi penser à tout le reste. Donc, on a changé notre cahier d'appel d'offres pour soutenir les salons gastronomiques. C'est-à-dire que maintenant, on a introduit des critères pour que les salons gastronomiques mettent en valeur des produits locaux, bio, de terroir, et qu'il n'y ait pas de revendeurs. C'est-à-dire que ça fait partie des critères. Là, par exemple, j'ai un des candidats de salon gastronomique, je vous le raconte parce qu'il faut voir la vérité, et qui vient à la région pour me demander une subvention. Et je lui dis, voilà nos nouveaux critères. Pour cette année 2017, ils sont transitoires, ils vont devenir ils vont vraiment s'appliquer pour l'année prochaine, préparez-vous. Et je lui montre les critères et la personne me répond, mais nounou, il n'y a pas de souci. Nous avons par exemple fait une animation avec une ferme que nous installons, qui est en fait une équipe qui vient d'Allemagne et qui fait tous les salons avec des animaux, mais voilà, qui sont là de démonstration, mais exclusivement pour faire image. Et derrière, c'est que des revendeurs, mais les familles voient cette ferme avec des vrais animaux, ils imaginent qu'en fait c'est lié avec ceux qu'ils vont acheter. Et voilà, je lui dis que ça ne rentrait pas dans les critères que nous avions imaginés à la région. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un marché pour faire croire dans les salons gastronomiques qu'on est dans quelque chose de plus naturel et de plus local, hein, en termes d'animation.
Donc ensuite, il y avait les salons gastronomiques, il y a les marchés de producteurs. Pareil, les marchés de producteurs, on a dans la promotion la même chose pour à la fois les aider, les soutenir pour qu'ils se créent déjà s'ils n'existent pas, et pour ceux qui sont déjà existants, eh bien les accompagner, mais aussi avec des critères toujours les mêmes. Oui, vous vérifiez quand même, il y a des contrôles. Voilà, pour les marchés de producteurs. Ensuite, on a toutes les initiatives citoyennes, jardins partagés, AMAP, les susciter, les mettre en valeur, en créant aussi une sorte de label pour les manifestations de sensibilisation du public, donc des festivals, là on avait vu les marchés Convergence Bio qu'il y a à Tours, qui ont eu, je crois, 80 000 visiteurs. Donc ça peut avoir un rayonnement assez important, et que toutes ces petites initiatives citoyennes qui sont un peu partout sur notre territoire, eh bien les accompagner, les mettre en lumière. Mais pour faire ça et pour les démultiplier, il faut bien les connaître. Et donc nous avons demandé à l'Université de Tours, que je remercie, ainsi qu'à l'IHCA, de faire une étude donc scientifique, qui est là, je le dis parce que c'est la première qui est faite en France, pour caractériser ce qu'est une initiative citoyenne en matière d'alimentation. C'est-à-dire qu'on sache exactement comment on la caractérise, comment on peut la définir, quelles sont, sur le long terme, quelles sont les évolutions possibles, de manière à ce que derrière le politique puisse subventionner, soutenir les initiatives qui ont le plus de chances de durer en gardant leur spécificité. On en reste là? Vous n'avez plus faim? Vous n'avez rien à dire? S'il y a une question, monsieur. Alors, rapidement maintenant, oui, alors vous vous réveillez, il est 6h30. Mais bon, vous êtes bref, et puis on va vous répondre brièvement aussi. J'ai essayé d'être bref. Vous nous avez présenté donc la politique éducative, destination des lycées et des centres de formation d'apprentis pour effectivement amener à avoir une restauration collective de qualité. Malheureusement, comme vous le savez, tous les élèves et tous les apprentis n'utilisent pas cette restauration collective et se détournent et vont vers du mal manger. Je fais court. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à d'autres politiques, à d'autres leviers pour toucher cette cible de ces adolescents qui n'utilisent pas pour X raisons? Ça peut être des raisons financières, ça peut être d'autres raisons, des habitudes alimentaires qui ne sont pas ancrées, pour toucher ces adolescents qui, malheureusement, restent encore dans des habitudes alimentaires de la malbouffe. Vous parlez des lycéens, monsieur? Ou des centres de formation d'apprentis. Oui. On sait très bien qu'il n'y a aucune obligation pour qu'un lycéen ou un apprenti utilise la restauration scolaire. Vous êtes d'un établissement comme ça? Je suis inspecteur sur l'académie en hôtellerie et restauration sur l'académie de Poitiers. Voilà. Alors j'ai un très bel exemple à vous donner. Qui m'amène effectivement, en discutant avec les proviseurs de lycée ou les directeurs de centres de formation, qu'effectivement c'est une préoccupation bien sûr des chefs d'établissement, mais le levier est limité quand effectivement on a toute une frange de ces adolescents qui se déclarent externes et qui vont à la boulangerie de proximité, à l'hypermarché de proximité pour acheter quelque chose que pour eux, voilà, restauration rapide. Alors j'ai un très bel exemple à partager avec vous tous, c'est le lycée Augustin Thierry à Blois. Il a commencé il y a, je crois, 2-3 ans déjà, donc avant qu'il a commencé tout seul. C'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a aussi des acteurs qui se lancent dans l'aventure tout seul. Et il a aujourd'hui il a recruté des cuisiniers. Ils ont choisi de vraiment faire la cuisine, vraiment, avec les produits, de les expliquer, de faire des animations autour des produits. Et aujourd'hui, le proviseur me dit avec fierté que le lycée Augustin Thierry est touché, comme tous les lycées de France, par un très fort absentéisme du matin jusqu'au soir. Mais qu'à l'heure du midi, il ne manque pas un seul élève. Et ils reviennent tous manger, et donc le pas suivant, c'est de les inviter en fait, à rester aussi pour les cours. Et le côté éducatif en termes de santé,
D'abord, comme vous le soulignez très bien, c'est un âge de croissance et c'est là où ils bousillent le plus leur santé. Deuxièmement, apprendre l'éducation par rapport à l'alimentation qui leur a totalement manqué puisqu'ils n'ont pas eu les repères dans leur famille entre le coca et les chips. Et troisième chose, c'est que c'est effectivement la manière de les attraper pour derrière redonner le goût de revenir en cours. Je trouve que c'est un exemple qui donne beaucoup d'espoir et qui donne aussi du sens à tous ces métiers qui y contribuent. Oui, en fait, c'est possible. Hélas, c'est possible. C'est vrai qu'on peut toujours dire que la restauration collective, vous savez, à l'hôpital, c'est pas bon, la cantine, c'est pas bon. On peut le dire. C'est pour ça que j'essaie de valoriser à travers un beau magazine des actions, parce qu'il y a des actions qui sont exemplaires. C'est vrai que le segment le plus difficile, c'est les lycées. Mais ça veut dire que tout le monde s'implique. C'est pas que le chef cuisinier, c'est aussi le chef d'établissement. Et il y a des exemples comme ça. Alors c'est vrai, on entendra toujours ces propos, mais il faut lutter contre ça. Je pense que la restauration collective, c'est unique en France. C'est un outil qu'on a sous-évalué. Quand je parlais d'un secteur qui était complètement segmenté, c'est bien dommage. Il faut essayer de la fédérer, justement, de montrer les actions qui sont faites et qui peuvent être exemplaires. Quand même à Poitiers, je sais que le Crous, quand même, c'est pas mal ce qu'ils font comme restauration. J'aime bien les gens là-bas. D'ailleurs, il y a 2 apprentis qui ont gagné un concours il n'y a pas très longtemps à Paris. Donc, vous voyez, il y a des exemples. Alors, on peut effectivement toujours dire, oui, parce que je pense que la restauration, on va dire sociale, il y a des gens qui en ont profité, qui ont fait n'importe quoi. Donc voilà, je pense que là, il faudrait tourner la page. Non, juste sur un petit exemple aussi, pour accompagner le local bio dans les lycées, dans les cantines des lycées, certaines régions embauchent des volontaires. Donc des jeunes volontaires qui sont éduqués à l'alimentation durable et responsable et qui transmettent et qui ont aussi les médias et la présence. C'est fondamental. De toute façon, l'animation est fondamentale. Et je disais à l'instant aussi à Christelle quelque chose qui est arrivé il y a un mois. Je crois que c'est la ville de Marennes-d'Oléron qui a refusé un permis de construire à McDo. Donc ils sont attaqués. Donc ils vont monter un réseau de villes anti-McDo. Alors ils cherchent un titre en ce moment, donc il a fallu chercher des fonds pour répondre à l'attaque de McDo. Enfin bon, voilà. Il y a aussi, en tant que collectivité locale, départementale, régionale, on a des outils pour dire non. Oui. Enfin, je veux dire, et même le rêve, enfin moi je sais que le rêve, ce serait sur le projet de loi de finances 2018, et bien que la junk food, elle soit plus taxée que les autres. Oui, on pourrait trouver des taxes. Mais il y a un livre à lire, c'est le livre de Mati Shiva, c'est quoi? C'est sucré-salé. Comme les cigarettes. Comme il y a des chercheurs. Qui parle de la segmentation de l'alimentation, comment les enfants s'identifient. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les jeunes ont besoin d'aller chercher une identification personnelle à l'extérieur donc de l'institution et de la famille. Donc ça, il y avait une autre question et on terminera. Allez-y. Juste pour préciser, c'était la commune de Dolus sur l'île d'Oléron. Pardon? Ah bon, pardon. McDo. McDo, c'est sur la commune de Dolus où ils ont refusé le permis de construire. Mais c'était pas ça ma question. Dernièrement, sur l'île d'Oléron, c'est pas... C'est ça, c'est la commune de Dolus. Vous y êtes? Marennes est sur le continent et l'île d'Oléron, c'est l'île. Voilà. Donc Marennes, ah là là, moi je me suis trompé. Ah non, mais en plus... C'était juste une précision. Non, moi j'avais une question par rapport au financement, aux subventions de la région dont vous parliez tout à l'heure. Vous parliez des salons gastronomiques et des marchés de producteurs. Je me posais la question de savoir à qui elles sont destinées, qui peut faire la demande en fait de ces subventions. C'est tous les salons de la région. On a 2 dispositifs. On a les salons en région et les salons hors région. Et pour les marchés de producteurs, quelle structure peut demander des subventions ? Et c'est tous les marchés. Après, c'est pour ça que nous, on a des critères de sélection pour soutenir les plus vertueux, en fait. Pour leur donner envie de s'améliorer et d'être un effet de levier à chaque fois. C'est vraiment l'objectif de la politique. Moi, je voulais compléter par rapport à ce qui a été dit avant, mais vous aviez encore une question? Non, mais en fait, je veux juste plus de précision. C'est quelle structure? C'est le marché forcément porté par quelqu'un, par une commune, par une association, par je sais pas. Voilà, ces subventions sont destinées à tous les porteurs de projets, en fait. Oui. D'accord.
Oui. Non, il n'y a pas de... Vous avez une consultation après. Oui. Alors, je voulais compléter très brièvement. On a parlé du respect vis-à-vis des producteurs. Il y a aussi le respect vis-à-vis des consommateurs. On a parlé de McDo. Il y a certainement ici des parents qui, tous les week-ends, vont au McDo avec leurs enfants et c'est un moment de joie et de partage familial. Et il y a dans cette démarche, eh bien, moi aussi j'ai été chez McDo et moi aussi j'ai passé mon temps à manger des tomates en hiver. Il y a juste un moment où on a la chance de comprendre certaines choses, mais ce respect-là dans la compréhension, il ne faut pas la perdre de vue, parce qu'il ne faut pas que ces projets deviennent des facteurs d'exclusion, alors qu'ils doivent être au contraire des facteurs d'agrégation. Bien sûr. Ici, vraiment, c'est pas notre genre. Donc il y a eu un déclic dans votre vie. D'un seul coup, vous avez arrêté les tomates l'hiver et le McDo. Non, vous me raconterez ça tout à l'heure. Bon, parce que là, on a fini. Hein. On a débordé, c'est ça, hein, on y est. Oui, c'est ça, il faut. Mais écoutez, merci beaucoup, merci à nos invités.